La licence information-communication. On entend ce nom un peu partout, mais c'est souvent un peu flou. On s'imagine tout de suite quelqu'un qui communique bien, qui est super à l'aise sur les réseaux. Mais ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est que cette formation, c'est bien plus qu'apprendre à parler. C'est un peu comme apprendre l'architecture cachée de notre monde, comprendre comment une idée naît, se propage et puis finit par nous convaincre. C'est exactement ça. On a cette tendance à voir la communication comme un soft skill, une compétence un peu innée. Or, c'est une discipline qui est devenue incroyablement technique et surtout stratégique. L'enjeu de notre discussion, c'est pas de lire une plaquette, c'est de comprendre la philosophie derrière. On forme des gens qui ne sont pas juste des créateurs de contenu, mais des analystes. Des analystes critiques de ces flux d'informations qui nous façonnent tous. D'accord, donc on passe de consommateur d'infos à quelqu'un qui en comprend les rouages. Voilà. Alors pour bien se projeter, imaginons une étudiante qui arrive en première année. Elle est un peu perdue face à tous ces intitulés de cours et se demande concrètement à quoi ça va me servir. Hmm. Commençons par là. Quelle est la grande promesse de cette licence? La grande promesse, je dirais que c'est la polyvalence. Mais attention, une polyvalence qui est structurée. En gros, la formation repose sur une double compétence. C'est fondamental. D'un côté, on apprend les théories, l'analyse, la prise de recul. C'est le côté un peu scientifique de la communication. Pourquoi un message fonctionne, ce genre de choses. Exactement. Pourquoi ça marche? Quels sont les biais cognitifs dans une pub? Comment les médias construisent une certaine réalité? Et de l'autre côté, c'est une formation qui est très ancrée dans la pratique. On apprend à faire. On apprend à fabriquer un site web, une campagne sur les réseaux, un communiqué de presse. L'idée, c'est d'être à la fois l'architecte qui conçoit le plan et l'artisan qui sait poser les briques. Prenons un exemple pour que ce soit plus tangible. Une association culturelle veut lancer un nouveau festival de musique. Le premier réflexe, c'est de se dire OK, il faut faire de belles affiches et des posts sur Instagram. Oui? J'imagine qu'un diplômé d'infocom va plus loin. Oh, beaucoup plus loin. La toute première étape, ce ne serait pas de créer, mais d'analyser. Quel est le public qu'on vise? Des familles? Des jeunes qui aiment l'électro? Parce que la stratégie ne sera pas du tout la même. Ensuite, il faudra définir un message. Très clair. Est-ce que c'est un festival éco-responsable? Local? Underground? Chaque mot compte. Mais le plus fascinant, c'est la gestion de l'imprévu. Imagine qu'un blogueur local, très influent, publie une critique assassine du festival, avant même qu'il commence. Là, le joli post Instagram ne sert plus à grand-chose. Exactement. C'est là que les compétences en communication de crise, en relations presse, en analyse de discours, tout ça, ça entre en jeu. Est-ce qu'il faut répondre, ignorer, contre-attaquer? Cette capacité à naviguer dans la complexité, à réagir stratégiquement, c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur même éclairé. D'accord, je vois. On forme des stratèges polyvalents. Maintenant, la question c'est comment on fait ça? On tombe sur cette notion de bloc de compétences. Ça peut paraître un peu administratif. Essayons de donner vie à cette structure. On pourrait les voir comme différents ateliers dans une grande manufacture de savoir-faire. C'est une très bonne image. Pour s'y retrouver, on peut les regrouper en 3 grands ateliers si vous voulez. Le premier, ce serait celui des outils fondamentaux, la caisse à outils de base. Le deuxième, c'est l'atelier où on apprend la posture professionnelle, comment on se comporte sur un chantier. Et le troisième, le plus spécialisé, c'est l'atelier où on fabrique vraiment les pièces maîtresses de la com. Parfait. Allons dans le premier atelier. Les fondamentaux. On y trouve des choses comme utiliser les outils numériques, analyser et synthétiser des données. Alors honnêtement, en 2026, utiliser les outils numériques, ça semble un peu évident, non? N'importe quel jeune apprend ça tout seul sur TikTok ou Canva. C'est une excellente question. Et ça touche au cœur de la différence entre un utilisateur et un stratège. Savoir utiliser Canva pour faire un montage, c'est une chose. Comprendre pourquoi une certaine palette de couleurs va évoquer la confiance chez un public de plus de 50 ans, tandis qu'une autre typographie va signaler l'innovation à des millennials, ça, c'est complètement autre chose. Ah oui, d'accord. La formation ne vous apprend pas à cliquer sur des boutons. Elle vous apprend la grammaire visuelle, la sémiotique, la psychologie de la perception. On ne vous apprend pas juste à utiliser un logiciel de montage. On vous apprend à construire un récit en 30 secondes. C'est beaucoup plus subtil en fait. On apprend le pourquoi derrière l'outil. Et pour la partie analyser et synthétiser des données, on pense tout de suite à la lutte contre les fake news. C'est une partie cruciale, bien sûr. C'est une sorte de légitime défense intellectuelle. Apprendre à débusquer une source qui n'est pas fiable, à croiser les infos. Mais c'est aussi une compétence offensive.
Savoir synthétiser un rapport de 50 pages en un seul slide, très percutant pour un comité de direction, c'est un pouvoir immense en entreprise. C'est la capacité à extraire le signal du bruit. Donc non, ces compétences de base ne sont pas si basiques. Ok, donc ce premier atelier forge l'esprit critique et la maîtrise technique. Mais savoir utiliser un marteau ne fait pas de vous un charpentier. Il faut aussi apprendre la posture, la manière de se comporter. C'est le deuxième atelier, je pense. Précisément. On y trouve des blocs comme se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel et agir en responsabilité. Le premier, c'est un peu le GPS de sa carrière. On apprend à cartographier les métiers de la com, à comprendre leurs codes, leurs évolutions, et à s'y projeter. Mais le second bloc, agir en responsabilité, est peut-être le plus important de tous. Parce que ça touche à l'éthique. Ça touche à la colonne vertébrale du professionnel. On y parle de droit à l'image, de propriété intellectuelle, bien sûr, mais ce n'est pas qu'un cours de droit. C'est là que les vraies questions se posent. Je me souviens d'un cas pratique, c'était marquant. Des étudiants devaient gérer la com d'une entreprise de cosmétiques accusée de greenwashing. L'entreprise utilisait des mots comme naturel, pur, mais ses procédés de fabrication étaient polluants. Situation délicate. Très. Et les étudiants étaient divisés. Certains disaient « Notre job, c'est de défendre le client ». D'autres répondaient « Non, notre job, c'est de ne pas tromper le public ». C'est dans ce genre de simulation qu'on apprend la nuance entre communication, influence et parfois manipulation. Et cette leçon, elle vaut de l'or. On voit bien que ça forge un caractère, oui. Pas juste des compétences. On a donc les outils, la posture. Il nous reste le troisième atelier, le cœur du métier. C'est là qu'on assemble tout, hein. C'est exactement ça. On y trouve les compétences les plus pointues, la conception de stratégie, le déploiement de méthodes d'enquête et la maîtrise des outils spécifiques. C'est la synthèse. Reprenons un exemple. Une marque de sport veut lancer une nouvelle basket faite avec des matériaux recyclés. Le réflexe, ce serait de se lancer direct sur une campagne Instagram avec des influenceurs verts, non? Ce serait même la meilleure façon d'échouer. Le professionnel qui est formé ici, il va appliquer une méthode. La première étape, ce n'est pas la création, c'est l'enquête. Qu'est-ce que l'éco-responsabilité veut dire vraiment pour les gens qu'on vise ? Est-ce que c'est le recyclage, l'absence de produits chimiques, la fabrication locale? Pour le savoir, on déploie des méthodes, des questionnaires, des entretiens avec des petits groupes. On ne devine pas, on mesure. On part des attentes du public et pas du produit. Toujours. Une fois qu'on a ces données, on passe à la stratégie. On découvre par exemple que pour les 18-25 ans, le plus important c'est la transparence sur les conditions de travail des ouvriers. Du coup, la campagne ne parlera pas seulement de plastique recyclé, mais mettra en avant des portraits de ceux qui fabriquent la chaussure. Le message change radicalement. Et les outils viennent seulement après. À la toute fin. Et ce ne sera peut-être pas Instagram, mais un mini-documentaire sur YouTube ou des articles de fond sur un blog partenaire. On voit bien que l'outil n'est que la conséquence d'une longue chaîne de réflexion. C'est limpide. Le produit fini n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui nous amène à la suite. Une fois que cette boîte à outils est bien remplie, qu'est-ce qu'on devient? Quels sont les métiers concrets à la sortie? La liste est longue, mais on peut regarder quelques archétypes. Il y a bien sûr le community manager. Et là, il faut vraiment dépoussiérer l'image. Le bon community manager n'est pas celui qui programme des posts. C'est le diplomate de la marque sur le front numérique. Il doit avoir l'empathie d'un psy pour comprendre sa communauté et le sang-froid d'un démineur pour gérer un bad buzz. Répondre aux clients. Est-ce que ce n'est pas un poste qui va perdre de sa valeur? C'est le piège de voir ce métier comme purement technique. L'IA peut générer une réponse standard, oui, mais elle ne peut pas sentir l'ironie dans un commentaire, comprendre la culture d'un mème ou prendre une décision éthique pendant une crise. La compétence durable qu'on apprend, c'est le jugement humain. C'est de savoir quand automatiser et quand, au contraire, il faut une intervention personnelle chaleureuse. Intéressant. Quel autre métier emblématique on trouve? Le chargé de communication. Encore une fois, le titre est un peu passe-partout, mais il cache deux réalités. En externe, c'est celui qui va traduire l'ADN complexe d'une entreprise en un récit simple, engageant. Mais en interne, son rôle est tout aussi crucial. Il doit s'assurer que les 5000 salariés d'un groupe comprennent la nouvelle stratégie. C'est l'huile dans les rouages. Et un métier qui a explosé avec le numérique? Rédacteur web. Oui, et ce qui est passionnant ici, ce n'est pas la technique du SEO, du référencement. Le vrai secret, c'est une forme d'empathie numérique. Quand on écrit pour le web, on n'écrit pas pour quelqu'un qui est dans son fauteuil. On écrit pour quelqu'un qui est peut-être pressé, stressé, sur son téléphone dans les transports. Le but, c'est de se mettre dans sa tête et de lui donner la réponse la plus claire, la plus rapide possible. C'est presque une mission de service public.
Un point qui me semble essentiel, c'est que ces métiers ne sont pas limités à la pub ou au luxe. On peut être chargé de com pour un hôpital ou community manager pour une ONG. Absolument. C'est peut-être la plus grande force de cette formation. Elle ne forme pas à un secteur, mais à une compétence universelle, la traduction. Savoir traduire le langage complexe d'un ingénieur en argument de vente, le jargon d'un juriste en une page web simple. Cette capacité de traducteur, elle est recherchée absolument partout. En guise de synthèse, si on devait retenir une seule chose, c'est que cette licence est bien plus qu'une formation aux outils. C'est un apprentissage pour devenir un architecte de la signification dans un monde saturé de bruit. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu ouverte. On a vu que la formation insiste beaucoup sur la production et l'analyse de l'info. Mais dans ce monde d'infobésité, où tout le monde peut être un média, la compétence la plus cruciale pour l'avenir ne sera-t-elle pas de savoir faire le tri, de savoir naviguer dans ce flot non seulement pour distinguer le vrai du faux, mais plus subtilement le pertinent du superflu? Cette licence donne une boussole, les premières cartes pour ce voyage. Mais le défi, lui, reste permanent. Merci de nous avoir écoutés. Pour découvrir d'autres formations, rendez-vous sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube du même nom.